Radio Cameroun Voice sur camerounvoice.com, la voix du Cameroun. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi chez vous, auditeurs de Parle au Monde. Un plaisir de vous retrouver en ce dimanche 15 février pour une autre édition de Sans détour. Sans détour de ce dimanche pour vous servir Chris West et Jolibo Koubet depuis l'Italie. Bonsoir Jolibo. Bonsoir Chris West, amis auditeurs. Bonjour, bonsoir. Voilà, dans cette édition de Sans détour, nous nous intéressons ce dimanche à la situation en Ukraine. Oui, une situation en Ukraine, avec notamment la signature jeudi dernier dans la capitale biélorusse, Minsk, d'un accord qu'on a baptisé Minsk 2, qui vient après le premier accord intervenu le 5 septembre 2014, je voulais dire. Un accord, malheureusement, le premier Minsk 1 qui n'avait pas été suivi de résultats concrets. La guerre a continué et Minsk 2 donc arrive avec l'espoir de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui a déjà fait au bout de 10 mois 5500 morts, mais déjà à peine le cessez-le-feu entre en vigueur le 14 février, c'est-à-dire hier, qu'on annonce déjà sa violation. Il sera question dans cette émission d'analyser les enjeux de ce deuxième accord de Minsk. La paix en Ukraine est-elle possible? Quels sont les enjeux géopolitiques de cette guerre à l'est de l'Ukraine? Quel est l'intérêt de la Russie? Quel est l'intérêt de la Russie à soutenir les pro-russes? Quel est l'intérêt d'Obama? Pourquoi est-ce que l'Union européenne aujourd'hui mise sur la négociation au lieu des sanctions? La ligne qui était adoptée il y a quelques instants, ce sont ces éléments-là que nous allons aborder avec trois invités qui sont des habitués de Cameroun Voice. Nous les avons déjà invités une première fois quand nous parlions, quand la guerre en Ukraine avait éclaté, après les événements du Maïdan. Il s'agit de Fabrice Béor, lui il est spécialiste des médias, nous allons l'avoir. Nous aurons également Michael Gamandi-Argorov, il est journaliste au service français de la radio russe. Et nous aurons Luc Michel, que nos auditeurs connaissent très bien. Il est le patron d'EOD, il est reconnu pour son opposition viscérale à l'OTAN. Ce sont nos trois invités aujourd'hui qui vont nous permettre de comprendre la crise ukrainienne. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue à Sans détour. Bienvenue à Sans détour. On va pouvoir prendre notre premier invité, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va se prendre une petite ponctuation musicale pour souhaiter la bienvenue à tous et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce Sans détour en ce dimanche 15 février.
www.cameroonvoice.com, la tribune du Cameroun. Voilà, retour dans ce studio de Cameroon Voice. Vous êtes toujours à l'écoute d'Antenne Libre. J'ai toujours cette mauvaise manie de Sans détour. Sans détour en ce dimanche 15 février. Et Jolibo, nous avons avec nous notre premier invité au bout du fil que nous rejoignons du côté de la Russie. Oui, notre premier invité s'appelle Mikhail Gamandi Ergorov, c'est aussi un habitué de Cameroon Voice. Hein. Il est journaliste, il est entrepreneur aussi, hein. Il est le promoteur de la marque du projet BRICS Dream, qui est la première marque vestimentaire au monde hein, pour les citoyens partisans des BRICS. Hein. Et je lisais les journalistes chroniqueurs pour le service francophone de l'agence russe d'information internationale, Russia Segonia, Radio Sputnik, hein, France. Il est également partisan du partenariat Afrique-Russie. Mikhail Gamandi Ergorov, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, la situation financière, alors on se rend compte que les accords de Minsk ont été signés dans la capitale biélorusse dernièrement. Il y avait en présence des présidents français, de la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi du président ukrainien Petro Poroshenko et du président russe Vladimir Poutine. Mais on se rend compte que les Européens, cette fois, ont opté pour la négociation et non plus pour les sanctions, comme c'était le cas avant. Qu'est-ce qui peut justifier ce bémol de la diplomatie européenne par rapport à leur attitude vis-à-vis de la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine? Oui, bonsoir encore. C'est une bonne question. Je pense qu'il faut voir ces actions entreprises par la diplomatie européenne, par le leadership de l'Union européenne, sur plusieurs fronts. D'abord parce que vraisemblablement aussi bien Merkel que Hollande et d'autres leaders européens ne sont pas intéressés par un conflit de grande envergure sur le continent européen. Je pense que c'est une des raisons qui ont fait que ils ont entrepris toutes ces choses, toutes ces actions diplomatiques pour tout faire pour que puisse avoir un accord de paix, ne serait-ce que provisoire. Voilà, ça c'est probablement la première chose. Mais vous savez, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas certain. C'est vrai que sur ce plan-là, beaucoup de spécialistes sont partagés. Et ici, aussi bien ici en Russie qu'en dehors. Certains disent que Merkel et Hollande ont agi de leur propre gré, que c'est eux qui ont véritablement, en voulant éviter un conflit, donc sur le continent européen, ont cherché par tous les moyens, donc et par les moyens diplomatiques, à arriver à cet accord. Mais d'autres spécialistes, et là encore aussi bien des spécialistes russes que des spécialistes étrangers, mentionnent le fait que Merkel, Hollande et ainsi que le président, enfin si on peut l'appeler président, le président ukrainien, Poroshenko, ce sont tous des mandatés de Washington. Il y a aussi cet avis-là qui prédomine assez largement. Comme quoi ils ont été envoyés, parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi Washington lui-même n'était pas présent à ces négociations, puisque toute la situation qui aujourd'hui prédomine en Ukraine depuis l'année dernière, c'était quand même une des conséquences directes des actions qui ont été entreprises par les États-Unis d'Amérique. Mais eux n'ont pas pris part à cela en voulant jouer le jeu comme quoi ils observent de côté. Mais on avait bien l'impression qu'en règle générale, Merkel et Hollande sont des grands défenseurs de la politique de Washington. Donc, difficile à répondre d'une manière claire là-dessus, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ils ont été effectivement actifs pour arriver à cet accord, aussi bien Merkel que Hollande. Oui. Alors, on sait hein, que l'Union européenne a pris beaucoup de salves de sanctions contre l'économie russe avec le but de l'étouffer, de l'asphyxier, de provoquer la chute du rouble qui est la monnaie russe. Alors, selon vous, quelle est la situation économique et financière de la Russie aujourd'hui? Là encore, c'est une question effectivement bonne et d'actualité. À l'inverse, je veux dire probablement l'inverse de ce que pensent beaucoup de médias, de ce que essaient de relayer beaucoup de médias occidentaux. La situation financière et économique n'est pas aussi terrible que ce que voudraient qu'elle soit les occidentaux. Le problème qui effectivement qui fait beaucoup parler de lui, c'est effectivement la chute du cours donc de la monnaie russe, du rouble.
Et c'est vrai que beaucoup de gens, aussi bien à l'intérieur du pays, en Russie, puisque les premiers concernés, ce sont les citoyens russes, que d'autres, donc, parlent beaucoup de cette situation. C'est vrai que c'est une situation désagréable. C'est vrai que le rouble a perdu une part importante de sa valeur. Mais sur ce plan-là, bon, effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. C'est vrai que le conflit en Ukraine a joué un rôle assez important sur ce plan-là. Mais il y a pas, je dirais pas qu'il y a une situation catastrophique pour la Russie. La situation, si on parle d'économie, si on parle de la situation financière, la situation est effectivement catastrophique dans un pays voisin qui s'appelle l'Ukraine. Là-bas, la situation est catastrophique et chaque jour qui passe, et là ça concerne aussi bien la monnaie ukrainienne, la hryvnia, que ça soit la situation financière en général. En Russie, les choses sont très très loin d'être à ce niveau, mais c'est vrai que le fait que le rouble a perdu une bonne partie de sa valeur par rapport aux devises étrangères, c'est vrai que ça fait inquiéter beaucoup de spécialistes économiques et une partie de la population. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est une situation qui va comme l'avait dit Poutine il n'y a pas longtemps dans une grande conférence de presse qu'il avait, c'est dans les 2 prochaines années, la Russie va certainement devoir faire face à une situation plus ou moins compliquée et difficile. Et il n'a pas, je veux dire, il n'a rien caché là-dessus. Mais d'ici les 2 ans, d'ici peut-être moins, mais en tout cas, il a donné un timing de 2 années. Je pense que effectivement, la Russie devra faire face à beaucoup de défis, aussi bien un grand nombre de défis économiques. Mais je répète encore, je ne crois pas que ce soit catastrophique. Voilà. Alors, il parle là de 2 ans, mais maintenant, alors, à l'heure actuelle, quelles ont été les principales conséquences des sanctions européennes contre l'économie russe? Est-ce que c'est palpable, ces sanctions, dans le quotidien des Russes aujourd'hui? Je ne dirais pas que cela ait eu l'effet peut-être escompté par les Occidentaux du point de vue que la population russe est très loin de la panique. Les gens très très globalement poursuivent leur vie comme ils ont toujours été, ils travaillent, ils font leurs plans, qu'ils soient employés ou qu'ils soient entrepreneurs ou hommes d'affaires. Mais c'est vrai que le principal coup, je pense, probablement a touché les petites et moyennes entreprises russes qui importent. Eux ont été véritablement touchés. Pourquoi? Parce que quand ils importent donc tel ou tel produit, peu importe que ce soit les produits alimentaires ou les produits technologiques, ils payent évidemment en devises, que ce soit l'euro ou en dollars américains. Évidemment, aujourd'hui, vu que le rouble a perdu une bonne partie de sa valeur face à ces devises, ils doivent dépenser plus de roubles que c'était le cas auparavant. Évidemment, ça les met dans une situation difficile, et eux, évidemment, sont probablement les plus ils font partie des plus touchés. Par contre, si l'on parle au contraire des exportateurs, eux, au contraire, dans cette situation, je dirais, ils sont dans une situation plutôt bonne. Enfin, en tout cas, elle n'est pas mauvaise, parce que les exportateurs russes, là encore, peu importe les produits qu'ils exportent, en vendant à l'étranger, que ce soit dans les pays, donc les partenaires principaux aujourd'hui de la Russie, en Chine, dans les pays BRICS ou en Amérique latine, eux reçoivent donc de la devise et cela leur apporte plus de roubles que ce que cela leur aurait apporté auparavant. Donc vous voyez, dans cette situation, il y a toujours des perdants et des gagnants, mais globalement, ce que j'ai envie de dire aussi dans cette situation, c'est que selon moi, nous n'avons pas été très visionnaires comme ont été nos amis chinois, par exemple. Par exemple, nos amis chinois, eux, je pense que eux, on regarde toujours un peu, ils regardent toujours beaucoup plus sur le long terme que ce que nous avons fait nous durant ces dernières années. Tout d'abord parce que nous n'avons pas suffisamment ces dernières années, selon moi, diversifié nos relations économiques avec le monde entier. On a toujours eu un peu on s'est toujours très longtemps basé sur le partenariat avec l'Europe. Enfin, on ne s'est pas limité qu'à l'Europe, mais on a toujours eu un partenariat assez important avec l'Europe, alors qu'il était temps depuis de longues années de voir ailleurs. C'est ce que justement on est en train de voir déjà les premiers résultats aujourd'hui, parce que Vladimir Poutine, comme vous avez probablement suivi, a fait beaucoup de voyages, a été reçu dans beaucoup d'endroits du monde, Chine, Inde, Amérique latine, Turquie, Égypte tout récemment. Et c'est la bonne chose. Et c'est ce qu'on devait faire depuis longtemps. On devait depuis longtemps diversifier nos relations, comme le font parfaitement les Chinois ou les Indiens. Et je pense, et aussi un autre aspect que j'aurais aimé mentionner, par exemple,
Aujourd'hui, nous avons aussi vu que des paiements internationaux comme des systèmes de paiement internationaux comme Visa ou Mastercard, eux aussi commencent à suivre les prérogatives de leur gouvernement. Ce qui est assez étonnant puisque le marché, puisque eux gagnent beaucoup d'argent sur le marché russe. Mais là encore, si l'on compare avec ce qu'ont fait nos alliés chinois, nous n'avons pas été suffisamment visionnaires selon moi, parce que, par exemple, la Chine a son propre système de paiement, donc, que l'on connaît, c'est UnionPay, et la plupart des citoyens chinois, même quand ils voyagent à l'étranger, lorsqu'ils payent par carte bancaire, utilisent leur système de paiement et non pas Visa ou Mastercard, très principalement. Alors que nous, c'est seulement maintenant, depuis peu, que nous avons effectivement lancé le processus de création de notre propre système de paiement. Et là encore, je pense que nous avions du retard sur ce point-là. Nous aurions dû le faire depuis plusieurs années et nous n'aurions pas dû attendre ce grave conflit diplomatique que nous observons aujourd'hui face aux gouvernements occidentaux pour pouvoir prendre des mesures en question. Voilà. Alors Paris a suspendu la livraison de deux navires, de deux bateaux Mistral à l'armée russe pour essayer de forcer Vladimir Poutine à ne plus soutenir les rebelles pro-russes. Est-ce que cette suspension a eu ou alors peut avoir un impact sur le plan stratégique dans l'armée russe? Quelles peuvent être les conséquences possibles dans les relations entre Paris et Moscou? Écoutez, en ce qui concerne, évidemment, cette situation a automatiquement des impacts sur les relations entre Paris et Moscou, même si jusqu'à aujourd'hui nous avons fait preuve de patience, mais la patience a toujours des limites. D'autre part, pour revenir à votre première question... Quand vous dites vous parlez là en tant que russe, pas en tant que journaliste alors? Je parle en tant que journaliste russe et puis en tant que citoyen russe aussi, si vous voulez. Voilà. Mais pour revenir à votre première question, si ça a une conséquence importante sur la mer russe, la réponse est non, pas du tout. J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de spécialistes dans le domaine de la défense, donc de Russie, et qui ont été très clairs là-dessus, et qui ont dit que le Mistral ne présente aucun intérêt stratégique pour l'armement russe. Il faut d'ailleurs, même pour faire un petit rappel historique, lorsque le contrat a été conclu entre la Russie et la France pour la livraison des Mistral, il faut savoir que ça a été fait sous l'ère du ministre de l'époque, Anatoly Serdyukov, qui aujourd'hui est sous une enquête qui le vise, qui concerne des affaires de corruption, des affaires plus ou moins sérieuses, enfin assez sérieuses. Et ce monsieur, disons, je ne suis pas le seul à le penser puisque moi je ne suis pas proprement dit un spécialiste de la défense, mais beaucoup de spécialistes de la défense s'accordent à dire que lorsque lui avait géré donc ce secteur qui est très important pour n'importe quel pays et pour la Russie évidemment aussi, beaucoup d'erreurs ont été faites durant son ère. Et c'est justement lui qui avait voulu faire commande du Mistral. On ne connaît pas d'ailleurs toutes les raisons pourquoi il avait tellement voulu avoir donc ces deux navires porte hélicoptère Mistral, mais le fait est que les contrats ont été faits, ont été signés, la Russie a payé, la Russie a rempli toutes ses obligations, et aujourd'hui, l'Élysée fait du chantage, parce que je pense que c'est le mot, il fait du chantage sur le plan qu'on va livrer, sur certaines conditions, on va pas livrer. En fait, c'est la parole de Paris, c'est la parole de la France en tant que constructeur important de ce domaine, qui est gravement remise en doute, et pas seulement pour la Russie, mais pour d'autres pays acheteurs et pas seulement ça peut concerner les avions, ça peut concerner d'autres types d'armements, parce que d'autres pays aujourd'hui vont se poser beaucoup de questions lorsqu'ils vont passer des contrats avec la France. Si dans le cas où ils ont des conflits géopolitiques avec la France, il se peut que la livraison de tel ou tel produit de l'armement soit remis en question. Donc ça, c'est une question très sérieuse, à mon avis. Donc évidemment, cela a aujourd'hui des répercussions sur les relations entre la France et la Russie. Mais globalement, et je le répète encore, l'armée russe se passera complètement du navire Mistral. Pourquoi? Parce que la Russie a suffisamment de cerveau, y compris dans le domaine de la défense, pour construire ses propres ports d'hélicoptères. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que beaucoup de gens reprochent à Serdyukov, parce que sous son ère, il avait justement négligé cet aspect pour créer des contrats avec la France, etc. Alors que globalement, nous avons tous les moyens, sur le plan intellectuel, des moyens sur le plan technologique, de produire nos propres
navires ou d'autres types de technologies de ce domaine. Donc la Russie se passera, comme je le dis encore, amplement du Mistral. Et aujourd'hui, la Russie, dans cette situation, a adopté une situation relativement simple. C'est soit, écoutez, nous avons payé, donc soit la France respecte ses obligations et livre les navires. Si elle ne le livrait pas, la Russie porte évidemment plainte. Et là, c'est la justice, c'est les tribunaux internationaux dans ce domaine, donc du commerce, qui vont s'en occuper. Donc, elle doit être remboursée. Et en plus d'être remboursée en intégralité, la France va devoir payer une très grosse amende qui, je pense que ça va être un coût bien important au budget français. C'est tout ce que je peux dire là-dessus pour le moment. Mais pour l'instant, la Russie a été toujours patiente, mais je le répète encore, la patience a toujours des limites. Donc on verra peut-être dans les prochains 2-3 mois, et je pense qu'on aura encore plus, on en saura plus d'ici 2-3 mois. Vladimir Poutine, le président russe, a toujours nié son implication dans la crise dans l'est de l'Ukraine. Le Kremlin a toujours nié de soutenir militairement les rebelles pro-russes. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas évident que la Russie soutient militairement les rebelles pro-russes à Donetsk? Je ne crois pas je ne crois pas. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, le seul soutien que l'on a vu de la part de la Russie envers je pense qu'on peut le dire aujourd'hui ouvertement, l'ex-sud-est ukrainien, donc en l'occurrence les républiques populaires du Donetsk et de Lugansk, c'est un soutien diplomatique et humanitaire. Certes, la Russie a envoyé et continue d'envoyer plusieurs aides donc humanitaires, des convois humanitaires pour soutenir la population qui est toujours qui se trouve dans une situation très très difficile sur le plan humanitaire. Et diplomatiquement, évidemment, la Russie a fait savoir que les voix des habitants donc de Donetsk et de Lugansk, ce que l'on appelle l'État de Novorossie, donc ou en français Nouvelle-Russie, il faut que les voix des habitants de ces régions soient entendues. C'est tout. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, la Russie a si militairement la Russie aurait véritablement aidé, comme le prétendent les élites occidentales, je pense qu'aujourd'hui, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ne se limiteraient pas uniquement à ces deux régions, mais seraient beaucoup plus au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, la Russie s'est beaucoup retenue dans cette situation. Et si évidemment, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que l'écrasante majorité des personnes qui aujourd'hui combattent face aux forces de Kiev, à 95%, ce sont des habitants locaux. Ce sont des habitants de Lugansk, de Donetsk et des autres localités. Il n'y a pas de force russe là-dedans, comme le prétend ardemment Kiev et Washington. Et là encore, je répète, s'il y avait des forces armées russes aux côtés donc de Lugansk et de Donetsk, il est clair que l'armée ukrainienne n'aurait pas tenu bien longtemps. Je pense que c'est tout à fait évident. Même les spécialistes de l'OTAN le dit, qui ne sont pas aujourd'hui en poste, mais pour ceux qui aujourd'hui sont à la retraite, le disent ouvertement. Donc je pense que sur ce plan-là est tout à fait clair. Après, s'il y a des volontaires et des bénévoles qui viennent de Russie, et pas seulement de Russie, et pour se battre aux côtés des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et qui représentent donc les 5% restants des combattants, évidemment personne ne peut arrêter quelqu'un qui part là-bas par sa volonté de cœur. D'autant plus qu'il n'y a pas que des citoyens russes. On l'a vu, il y a des citoyens espagnols, des antifascistes espagnols qui ont rejoint la résistance donc de Novorossie. Nous avons, il y a des Français, il y a même un citoyen brésilien qui est là-bas. Je veux dire, c'est véritablement une internationale antifasciste qui combat aujourd'hui aux côtés des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Mais j'insiste encore que 95% des combattants sont des habitants locaux qui ont pris les armes pour défendre leurs droits. Et par rapport à votre question, la Russie, c'est jusqu'à maintenant véritablement limité à l'aide humanitaire et au soutien diplomatique pour faire avancer les voies donc de Novorossie. Et je pense que c'est tout à fait légitime. À un moment, on a craint un affrontement direct entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que l'OTAN a les moyens d'affronter, d'engager militairement des troupes en Ukraine? Est-ce que c'est possible un affrontement entre la Russie et l'OTAN aujourd'hui sur le terrain ukrainien? Écoutez, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'OTAN de vouloir faire cela, parce qu'évidemment, si l'OTAN intervient directement en Ukraine, qu'il faut le rappeler, lors de l'éclatement de l'URSS avait signé
donc un pacte de neutralité et de non-engagement vis-à-vis de l'OTAN, si évidemment l'OTAN intervient directement, c'est sûr que la Russie ne va pas rester les bras croisés, il y aura bien des mesures qu'elle va entreprendre. Mais après, est-ce que ça va aller jusqu'à un affrontement direct? Ça, c'est très difficile à dire. Je pense que les dirigeants, même si les élites occidentales aujourd'hui mettent toute la pression possible, toute la pression possible sur la Russie et sur les alliés de la Russie, et que la Russie y résiste par tous les moyens aussi, je pense que les deux parties comprennent parfaitement qu'un affrontement direct entre les deux parties tout simplement aura des effets catastrophiques, aussi bien non pas seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe et globalement pour le monde. Donc je pense qu'au niveau de l'OTAN, ils le savent et je pense pas qu'on va en arriver là. Mais là encore, très difficile d'y répondre parce que je ne peux pas répondre, je ne peux pas savoir ce qui est dans les têtes d'une partie des élites occidentales. Et une bonne partie de ces élites a montré que leur politique russophobe peut avoir des effets très néfastes. Donc on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver dans un avenir plus ou moins proche ou lointain. Vladimir Poutine est plus que jamais populaire. Un sondage récemment publié lui donne 75% d'opinion favorable, en plus de 60%, plus de 75% des personnes âgées de plus de 60 ans et 78% de femmes apprécient l'action de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui peut justifier cet engouement, cette popularité de Vladimir Poutine, alors même que le rouble était en chute libre il y a quelques semaines? Effectivement, il y a un certain nombre de sondages, il y en a plusieurs qui ont été menés qui montrent que le taux de soutien des citoyens russes de la politique de Vladimir Poutine varie entre 75 et 85%. Et la seule réponse qui peut être donnée à cela, c'est que les citoyens russes soutiennent la politique de leur président. Je pense que c'est la principale chose à dire sur ce plan-là. Parce que, effectivement, malgré les effets néfastes que l'on voit aujourd'hui après les sanctions occidentales qui visent la Russie, et notamment, évidemment, la chute du rouble, les citoyens russes, malgré toutes ces choses particulièrement désagréables, continuent de soutenir leur gouvernement parce que, vraisemblablement, pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que les actions entreprises par le gouvernement russe et surtout par le président Poutine sont légitimes et justes. Je pense que c'est la principale réponse à donner à cette question. Parce que s'il n'y avait pas de soutien et que si les effets espérés par l'administration de Washington et par Bruxelles avaient les effets désirés, c'est sûr qu'aujourd'hui la popularité de Poutine n'en serait pas là. Mais la popularité de Poutine ne chute guère et cela prouve que son action est appréciée par la population russe. Dernière question, Gamandi Ergorov, avant de sortir de cet entretien. Alors, le cessez-le-feu qui a été conclu devait rentrer en vigueur le 14 février, c'est-à-dire hier, mais déjà on annonce une violation de ce cessez-le-feu. Qui a intérêt à ce que ce cessez-le-feu ne soit pas respecté? Plusieurs parties n'ont pas intérêt à ce qu'il soit respecté. Déjà, il faut rappeler que les bataillons punitifs Kievien et Galiciens qui sont issus donc d'Ukraine de l'Ouest, composés très majoritairement de gens qui sont issus de l'extrême droite radicale, de mouvements néo-nazis et néo-fascistes, ont d'ores et déjà déclaré qu'eux ne comptent pas respecter le cessez-le-feu. Ils ont dit qu'eux vont continuer à mener la lutte contre la population russe, russophone, contre les résistants de Novorossia. Et vraisemblablement, ils l'ont dit ouvertement, ils ne comptent pas obéir, y compris même aux ordres de Kiev. Donc ça, c'est l'un des aspects. Et d'autre part, il faut savoir que Washington, qui est, comme je l'ai dit au tout début de notre entretien, est le principal instigateur de toute cette situation, je ne crois pas que ce qu'il recherche, ce soit la paix. Encore, on peut se poser des questions sur les véritables motivations des Européens. Peut-être que les Européens comprennent qu'aujourd'hui, il est très souhaitable d'avoir la paix dans cette partie parce que cela fait partie de l'Europe et si la situation dégénère, cela va avoir des effets très néfastes sur toute l'Europe. Mais Washington n'est pas intéressé, et je ne suis pas le seul à le penser, à ce qu'il y ait une paix qui soit installée aujourd'hui aussi bien au niveau de Donetsk et de Lugansk qu'au niveau de l'Ukraine en général. Aujourd'hui, le chaos qu'ils ont créé, ils veulent le maintenir par tous les effets. Et vu qu'aujourd'hui, le gouvernement de Kiev, si on peut l'appeler gouvernement,
il n'a aucune indépendance. Il n'a aucune indépendance, et ça, c'est même pas moi qui le dis. Les spécialistes ukrainiens qui se trouvent sur place, qui sont basés à Kiev et qui observent donc mieux que quiconque la situation, le disent ouvertement. Ils disent que Poroshenko, véritablement, n'a aucun pouvoir. Il est ouvertement manipulé de l'extérieur, en l'occurrence par les USA. Et dans cette situation, espérer qu'on obtienne une paix durable, c'est très difficile, et surtout, comme on l'a déjà mentionné aussi, lorsqu'il y a à côté des bataillons néo-nazis et néo-fascistes d'extrême droite qui ne veulent en aucun cas respecter le cessez-le-feu. Et bien évidemment, face à cela, donc eux ils vont continuer à faire la guerre. Évidemment, Donetsk et Lugansk vont être obligés de répondre. Alors, je pense que fort malheureusement, cet accord, enfin, évidemment, il faut bien qu'on garde un semblant d'optimisme, mais malheureusement, je crois qu'il y a de très grands risques que cela dégénère de nouveau en une confrontation armée. Mikhail Gamandi-Ergorov, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur au service francophone de l'agence russe d'information internationale Rossiya Segodnia, c'est comme ça, Sputnik France. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
www.cameroonvoice.com. La tribune du Cameroun. Voilà, retour dans ce studio de Cameroon Voice. Vous êtes toujours à l'écoute de Sans détour en ce dimanche 15 février. Alors, Jolibo, nous recevons dans le cadre de cette émission notre deuxième invité. Oui, le deuxième invité s'appelle Fabrice Béor. C'est aussi un habitué de Cameroun Voice. Nous l'avons déjà reçu en parlant dans le cadre d'une autre émission sur la crise ukrainienne. Alors, il est entre autres spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Il habite près de Sochi, la ville russe qui a abrité dernièrement les Jeux Olympiques, et il travaille. Il est consultant entre Moscou et le Kuban. Francis Béor, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous accueille avec une question. Le cessez-le-feu qui est rentré en vigueur le 14 février dernier, à l'issue des accords de Minsk qui ont été signés jeudi, a été violé. Et il fragilise ainsi le deuxième accord de Minsk. Selon vous, qui a intérêt à violer ce cessez-le-feu? Qui a intérêt à saboter ce cessez-le-feu? Il suffit simplement de se poser tout d'abord, dans un premier temps, à qui profite le crime. Bon, pour répondre d'une manière synthétique, revenons tout de même quand même aux premiers accords de Minsk. Revenons toujours, parce que dans la propagande, dans les médias de l'OTAN, la propagande occidentale, il faut l'appeler comme cela, tout de même, on parle toujours de l'agresseur russe. Bon, sauf que, comme l'a indiqué le précédent intervenant, Mikhail Egorov, il est évident que les pays de l'OTAN, comme l'Ukraine, n'a jamais pu apporter la moindre preuve de ces dires, la moindre preuve matérielle. Bon, maintenant, nous sommes avec le premier accord de Minsk qui n'a jamais été respecté véritablement, puisque la partie ukrainienne profitait pour grignoter du terrain. L'accord de Minsk 2, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au premier? Pas grand-chose, puisque c'est la reprise des précédents points, sauf que ça a été fait sous la coupole, on va dire, de Merkel, Hollande et de Poutine, en sachant bien que cet accord n'a pas été signé par ces trois chefs d'État. Il faut bien tout de même le rappeler. Ce sont tout de même les mêmes qui ont signé donc cet accord, à savoir le président de la République populaire de Donetsk et le président de la République populaire de Lugansk, et le représentant de l'Ukraine qui, notons-le tout de même, ne produit et n'a jamais produit un document officiel de la part de la Rada ukrainienne lui donnant pouvoir de négocier au nom de l'État ukrainien. Ça veut dire que du côté de Kiev, de la junte de Kiev, excusez-moi du vocabulaire que je vais employer, mais c'est de la foutaise. Ils essayent de se soustraire à des obligations qu'ils ne voudraient pas. Alors maintenant, pour répondre directement à votre question, oui, effectivement, l'OSCE a déclaré les 12 premières heures du cessez-le-feu ont été globalement bien respectées, en oubliant les bombardements après l'heure qui est minuit en GMT, qui était 1h du matin pour le Donbass et pour l'heure de Moscou. Il y a eu des bombardements sur Donetsk. Il y a eu toujours dans la nuit et dans la journée des tentatives de la part des Ukrainiens de revenir sur l'aéroport de Donetsk. La même chose dans la poche des Debaltseve, c'est un nœud ferroviaire, on va dire, très important. C'était une poche, un saillant entre les deux villes rebelles de Lugansk et de Donetsk. Ils ont essayé encore de s'y échapper puisqu'ils sont encerclés. Et puis, depuis le début d'après-midi, encore sur la côte, à Mariupol, sur la côte, avec le fameux bataillon Azov qui fait le summum, qui arrive à faire des choses très sympathiques, à savoir sur son écusson, il a 2 symboles nazis, tout simplement, mais ça, les médias occidentaux ne le voient pas. Ces gentils, donc, démocrates nazis, donc, ont attaqué de nouveau les villes tenues par les républicains du Donbass en tout début d'après-midi. Donc effectivement, le cessez-le-feu n'existe pas. Il y a moins de tirs d'artillerie, il faut quand même tout de même le noter, mais les combats, tout du moins, pas Mariupol, puisque ça continue, mais tout du moins dans le nord. Pour autant, les combats au mortier, à l'arme légère et à la mitrailleuse ont toujours cours, selon les contacts que j'ai pu avoir cet après-midi sur Donetsk, plus particulièrement. À qui profite le crime? Mais il faut savoir que à Kiev, la junte n'est pas monolithique.
il y a les gens qui sont là parce que par la volonté de Washington, il y a d'autres gens qui sont là par la volonté de Berlin, donc chacun n'a pas les mêmes accointances. Poroshenko, c'est pas le pire dans la junte. Le pire, c'est le Premier ministre, Yatsenyuk, avec le ministre Avakov et le Komolsky, un des plus grands oligarques qui finance tous les bataillons de volontaires, entre autres le bataillon de Pravi Sector, les nazis locaux. Donc tout le monde a ses intérêts, puisque la seule chose qui compte en Ukraine, la seule vraie question qui est importante, ce qui se pose toujours en Ukraine, c'est combien. Il n'y a que l'argent qui compte. Le patriotisme ukrainien, ça c'est les imbéciles, les idiots utiles et malheureusement qui servent de chair à canon et qui meurent tous les jours dans le Donbass pour défendre une Ukraine mythique. Donc les États-Unis, aujourd'hui, le Pentagone vient de déclarer qu'il fallait régir avec vigueur et non avec faiblesse vis-à-vis de Moscou. Donc vous comprenez bien ce que cela veut dire. Washington n'était pas présent, Obama ou quelqu'un d'autre n'était pas présent pendant les négociations à Minsk, donc cela veut bien dire aussi quelque chose. Les Anglais viennent de vendre du matériel directement et officiellement. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a la côte, comme disait Mikhail Egorov précédemment, et c'est les Européens de l'Ouest ne veulent pas que la guerre dégénère. Les Américains veulent que la guerre perdure, puisque si la guerre perdure, c'est une justification pour que l'OTAN puisse continuer à exister et donc à contrôler politiquement et militairement l'Europe de l'Ouest. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'accord de Minsk 1 qui avait été, lui, signé le 5 septembre 2014. On sait qu'il avait échoué, il avait fait long feu. Alors, qu'est-ce qui peut faire croire aujourd'hui que l'accord Minsk 2, qui est en effet la réplique de Minsk 1, pourra, lui, prospérer? Personnellement, je suis pas optimiste, si je devais l'être. Disons, c'est que la partie, les deux parties adverses, en parlant d'une manière un peu neutre, Kiev et puis le Donbass, que l'on peut appeler le Novorossia, qui est son nom historique d'ailleurs, ont toujours respecté les accords. Souvent, dans l'accord de Minsk 1, évidemment, ils ont respecté l'accord de cessez-le-feu, ils se sont fait souvent bombarder, ils ne répliquaient pas, et à un moment, ils ont commencé à répliquer, et ça a abouti à la réescalade il y a à peu près 3 semaines, un mois, justement, du conflit, parce qu'ils en avaient marre que ce soit eux seuls qui respectent les accords de Minsk 1. Les accords de Minsk 2, ils ont bien fait savoir au tout début, ils ne voulaient pas signer. Et c'est Poutine qui a fait le forcing, pour bien vous montrer quand même qu'ils sont indépendants et que ce ne sont pas des marionnettes. Poutine a quand même fait le forcing en leur indiquant qu'il fallait laisser encore, cette fois-ci, être devant la face du monde, puisque cette fois-ci, c'était sous la coupole et donc la présidence de plusieurs chefs d'État, toujours à la diplomatie. Ils ont bien précisé, nous voulons bien donner une dernière chance, notez bien, une dernière chance à l'Ukraine, comprenez bien qu'ils ne se sentent pas ukrainiens, à l'Ukraine, pour montrer sa bonne foi. Donc, aujourd'hui, ils sont d'accord et ils ont mis en application le cessez-le-feu, sauf ils précisent, et c'est ce qu'ils font, si on nous tire dessus, il est évident que nous allons répliquer. C'est ce qui se passe d'ailleurs à Debaltsevo. Bon, maintenant, je ne crois pas que ça va aboutir à quelque chose, parce que l'Ukraine, qui est jeune de Kiev, a plutôt un comportement tout simplement basique. Si vous êtes faible, si vous êtes gentil, ou si vous arrêtez de tirer, si vous croyez à les différentes paroles, que va-t-il vous arriver? Ils pensent que c'est une faiblesse. Donc que se passe-t-il? Soyons simples et précis. Que se passe-t-il? Cet accord de Kiev, les accords de Minsk 1 comme les accords de Minsk 2, pour Kiev, c'est du temps juste pour se réorganiser, puisque à chaque fois, ils ont été signés au moment où Kiev subissait une défaite militaire. C'est la énième défaite militaire. Donc pour eux, c'est juste du temps pour se réorganiser et repartir à l'attaque. D'ailleurs, notez bien que l'avant-garde des forces de Kiev sont les militants de Pravi Sector, donc ces militants néo-nazis, simplement, ils ne sont même pas fascistes, ils sont nazis carrément, ces gens-là.
ont tout d'abord indiqué qu'ils ne voulaient pas signer, qu'ils ne respecteraient pas plutôt ces accords de cessez-le-feu, et puis certainement on leur a expliqué que c'était quelle était la tactique, et aujourd'hui ont indiqué qu'ils allaient finalement respecter le cessez-le-feu. Bon, sauf à Mariupol où ils attaquent. Donc, pour répondre plus pratiquement, je m'excuse de donner un peu tout ça, mais il y a tellement d'informations et ça change tellement tous les 5 minutes qu'il y a beaucoup de choses à indiquer. Que puis-je dire? Les accords de Minsk II, si je devais donner un pourcentage de réussite, je vous dirais 1%. Parce que il va se passer la même chose qui s'est passé à Minsk I. On va faire traîner les choses, des provocations vont venir, les médias occidentaux vont indiquer il faut que Novorossia arrête de tirer et on va repartir comme avant. Sauf que c'est important aujourd'hui, on est à un tournant parce qu'il n'y aura pas d'accord Minsk III. L'état d'esprit à Donetsk et à Lugansk, c'est la dernière chance. Et si ils devaient refaire le même coup qu'à Minsk I, attendre des mois pour refaire une attaque, il y a une chose qui est évidente, c'est que si la guerre effectivement reprend, il n'y aura pas de nouveau accord. C'est soit l'un ou soit l'autre camp qui va gagner. Ce qui veut dire que ce sera la fin de la gêne de Kiev. Et sans la guerre d'ailleurs, la gêne de Kiev, qu'est-ce qu'elle peut faire justement? Elle aura juste un gros souci, c'est que on oublie souvent et on n'en parle pas, c'est que le plan d'aide du FMI qui a été imposé, c'est un plan ultralibéral et d'austérité généralisée. Imaginez que des retraites ont été coupées par 2 ou par 3, que les prix à Kiev même, il y a des zones entières où vous n'avez pas d'électricité, pas de gaz et pas d'eau chaude, ou des coupures régulières. Et je vous passe pas, je vous indique pas le nombre de chômeurs qui augmente, puisque 80% de l'économie ukrainienne fonctionnait avec la Russie. Donc, s'il n'y a pas cette tension guerrière, l'aspect social va revenir. Et si l'aspect social va revenir, effectivement, il y aura certainement de nouveaux gens dans la rue. Mais ces gens-là feront, comme on dit, un Maïdan, mais ce sera un Maïdan social. Et je pense que ce sera la fin de la gêne de Kiev. Donc, Kiev n'a pas intérêt à faire la paix. Ils n'ont pas intérêt à faire la paix. Alors, Fabrice, faisons un peu de la science-fiction. Hein. Alors, si ces accords de Minsk II échouent, vous avez prévu, vous prédisez qu'il n'y aura pas d'accord Minsk III, alors ça sera la guerre totale. Est-ce qu'il y aura aussi les sanctions, hein, des rétorsions économiques accrues contre Moscou? Parce que l'Union européenne l'a annoncé, si ces accords échouent par la faute de la Russie, parce que l'Union européenne, l'OTAN pense que c'est la Russie qui est à la base de l'échec de ces accords, il y aura des sanctions économiques accrues. Et on parlait déjà aux États-Unis d'armer Kiev pour venir à bout de l'insurrection à l'Est. Alors, est-ce que la guerre totale vous semble plausible? Est-ce que les Russes et les Ukrainiens ne sont pas obligés d'arriver à la paix maintenant pour éviter la catastrophe qui s'annonce au bout du fil? Vous savez, les peuples ukrainiens ou russes sont pas bien différents. Il faut savoir que ce qu'on appelle les nationalistes ukrainiens d'aujourd'hui sont des Galiciens en réalité, c'est-à-dire c'est une région de l'ouest de l'Ukraine qui n'a jamais fait partie de l'Empire russe et jamais de le petit ensemble autour de Kiev qu'on pouvait appeler l'Ukraine, qui s'appelait d'ailleurs dans l'Empire russe la petite Russie, il faut le savoir, Mala Russia. Bon, maintenant, on peut pas mettre sur pied d'égalité, on va dire, l'État russe, la Fédération de Russie, et puis la République ukrainienne, c'est la gêne de Kiev. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Russie a toujours privilégié, et dès le début, le discours qu'elle tient aujourd'hui, c'est le discours qu'elle tenait dès le début quand la gêne de Kiev est arrivée au pouvoir après le coup d'État du 21 février, donc de l'année dernière. La Russie n'a pas intérêt à la guerre, elle n'a jamais eu l'intérêt. Si elle voulait faire la guerre, elle serait déjà à Kiev. C'est pas compliqué, l'armée ukrainienne n'est pas une armée, pour 2 raisons, parce qu'ils sont désorganisés, parce que c'est une corruption généralisée, parce qu'il n'y a pas de patriotisme ukrainien, il y en a très peu. Et le nationalisme ukrainien, qui sont des Galiciens, depuis des années, justement, c'est arrivé, ça a commencé avec la veuve de Bender, donc la fameuse idole de tous ces gens-là, de la gêne de Kiev, qui n'est simplement qu'un collaborateur de l'Allemagne du Troisième Reich. Ça a commencé culturellement, et ça a commencé après, c'est arrivé dans plusieurs couches de la société, et c'est arrivé justement à ce pic
d'extrémisme où certaines personnes parlent de l'Ukraine, mais d'une façon mythique, une Ukraine qui d'ailleurs n'a jamais existé. Alors pour revenir maintenant plus pratiquement, vous me posez la question, l'Ukraine effectivement et la Russie n'ont pas intérêt à la guerre, mais ça c'est une évidence. C'est une évidence parce que économiquement, ça apporte aussi quelques préjudices à la Russie, puisque, comme je vous ai dit, beaucoup d'entreprises ukrainiennes ne travaillent qu'avec la Russie. Déjà, premièrement. Deuxièmement, il y a des liens humains. Moi, dans ma famille russe, du côté russe, je puis vous dire que on ne peut pas trouver dans une famille russe en général quelqu'un qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui soit ukrainienne. Moi, ma belle-mère est certainement, si on prend ses parents, certainement ukrainienne. Bon, vous voyez, donc c'est pas une question de conflit entre peuples, c'est un conflit politique et ici géopolitique. Mais Kiev, on peut pas analyser d'une manière froide, comme on devrait le faire en géopolitique ou en politique internationale, avec les gens qui sont au pouvoir à Kiev. Je pourrais vous faire une liste de déclarations les plus farfelues les unes que les autres. Nous sommes dans un monde de fous. Il faut vraiment s'en rendre compte. Je suis les médias russes, je suis les médias occidentaux, je suis les médias ukrainiens, pour me faire une idée plus précise. Je puis vous dire que même si dans les médias de l'OTAN, il y a de la propagande, même si dans les médias russes, où tout de même on montre les images qu'on ne montre jamais en Occident, mais les médias ukrainiens, ils vivent dans un monde irréel. Ils parlent de choses qui n'existent pas, ils parlent de victoires qui n'existent pas, ils parlent de soldats russes qui n'existent pas, puisqu'ils n'ont jamais montré quoi que ce soit. Poroshenko qui montre les passeports de soldats russes, il est évident que lorsqu'on est en opération spéciale, un soldat, quelle que soit son armée, se balade avec son passeport. C'est une évidence. Et avec son papier d'immigration, parce que il faut connaître certaines choses quand ils montrent les photos. Bon, on est dans un monde de fous, donc ces gens-là, ce qu'ils veulent, malheureusement, ça n'a aucune importance, puisque c'est pas eux qui décident. Yatsenyuk, il a été pendant très longtemps, quand même, il a de la famille aux États-Unis, dans certaines grandes banques. À savoir qu'il il a été le banquier en Ukraine de l'église de Scientologie. Bon, c'est pas, voilà. Maintenant, Poroshenko, il est là. Pourquoi? Parce qu'il a certainement sa fortune aussi à l'étranger et qu'en même temps, on lui a expliqué que, bon, s'il voulait conserver sa fortune, il fallait qu'il soit gentil. Donc, on est dans un monde un peu réel où les seuls qui tirent les ficelles, c'est Washington. C'est une évidence. Donc, sérieusement, je ne crois pas qu'il y aura une résolution par l'intermédiaire de l'accord de Minsk, parce qu'il y a un élément perturbateur dans l'équation, ce sont les États-Unis, comme toujours. Dernière question pour sortir de cet entretien. Fabrice Béard, on a signalé la semaine dernière et celle d'avant des manœuvres militaires russes en Crimée. Est-ce que Moscou se préparait déjà au pire? Imaginez bien que lorsque vous avez un conflit armé, une guerre civile armée de haute intensité à vos frontières, c'est une évidence que vous faites ce qu'il faut pour craindre les débordements. Maintenant, plusieurs fois, il y a eu quand même des déclarations officielles et des mouvements de troupes ukrainiennes en direction de la Crimée. Ça, il faut aussi le rappeler. On en parle moins souvent, mais c'est aussi une réalité. Et puis, mieux vaut montrer les dents que mordre. Donc, c'est une politique de prudence de la part de la Russie. Maintenant, c'est aussi une politique pas totalement vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi vis-à-vis de l'US Navy, qui est en mer Noire, donc, et qui se rapproche de plus en plus à chaque fois des eaux territoriales russes. Donc c'est juste il n'y a rien d'anormal et c'est pas une politique d'avertissement et c'est pas une politique de préparation d'invasion, puisque je vous le dis, si franchement Moscou avait voulu faire cela, elle aurait fait depuis certainement le début, ce serait terminé, il n'y aurait pas eu autant de morts et on n'en parlerait plus à l'heure d'aujourd'hui. Oui, mais Moscou ne pouvait pas le faire. Moscou ne pouvait pas le faire aussi directement pour ne pas s'attirer les foudres de la communauté internationale. Peut-être voulait-elle passer à agir par rebelles pro-russes interposés, non? Ça, c'est la politique américaine par intermédiaire. Mais la Russie ne considère pas l'Ukraine comme un pays étranger, comme un pays souverain jusqu'à présent, puisqu'elle n'a jamais renié ses frontières. Maintenant, certains disent que la Russie a annexé la Crimée. Alors bon, moi j'appelle plutôt ça un retour de la Crimée à la Russie, puisque historiquement, la Crimée n'a jamais fait partie de cet ensemble qu'on a appelé ukrainien.
Il faut savoir d'ailleurs que même jusqu'à pendant l'Empire tsariste, l'Ukraine, c'était des régions autour de Kiev et ça s'arrêtait de là, parce que déjà la Galice à l'ouest, où il y a sont l'origine la plupart des extrémistes nationalistes ukrainiens, n'étaient pas dans l'Empire russe. Et puis, secondo, toutes les villes du sud et de l'est, qu'on appelle cet ensemble qu'on appelle Novorossiya, étaient russes. Donc historiquement, si on veut, la Russie avait toutes les justifications. Mais la Russie, dans sa grandeur et dans son malheur quelquefois, est très légaliste. Et donc, elle n'a jamais remis en cause ses frontières. Et si elle voulait le faire, croyez-moi, connaissant l'état d'esprit russe, il l'aurait déjà fait. La Russie, c'est pas le pays de la retenue. Soit on est très poli, ou soit effectivement on passe à l'action. Il n'y a pas les discussions à vinam aeternam qu'on aime bien au sein des cabinets feutrés de la Commission européenne et des cabinets des think tanks américains, des néoconservateurs américains. Non, c'est pas le genre de la maison, comme on dit. Fabrice Béor, nous vous remercions pour votre disponibilité et nous comptons sur vous chaque fois qu'on aura besoin de vous. C'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Tout à fait. Puis-je rajouter quelque chose? D'accord, allez-y. Puis-je rajouter quelque chose, puisque nous avons énormément de... il y a aussi une dimension humaine à toute cette tragédie. Parce que cela déchire des familles en Ukraine même. Il faut savoir que Lyushko, qui est un des députés du Parti radical, leader qui fait dans le patriotisme ukrainien excessif, il faut savoir que sa sœur est du côté des Républicains dans la République populaire de Lugansk. Donc vous voyez bien comment ça déchire. Il y a des familles entières qui ne sont pas, qui sont d'un côté comme de l'autre. Il arrive dans le sud que vous avez le fils qui est dans le bataillon Azov, et vous avez le père qui vit du côté de la République populaire de Donetsk. Vous avez énormément de réfugiés. Moi qui habite dans le sud de la Russie, la plupart du temps, quand je ne voyage pas, je puis vous dire que la quantité de réfugiés ukrainiens est importante. Tous les jours, il suffit de voir les voitures qui sont présentes avec les plaques ukrainiennes. C'est une augmentation flagrante. Donc lorsque j'entendais les représentants américains dire que ces Ukrainiennes étaient là juste pour rendre visite à leur grand-mère, alors qu'ils avaient perdu leur maison, des fois certains leurs femmes, et beaucoup des fois même leurs enfants ou des parents, ce ne sont pas des paroles qui seront pardonnées, croyez-moi. Maintenant, je rajoute juste une chose, c'est que dans tous ces conflits, on parle de ces conflits géopolitiques, et c'est un conflit géopolitique. Mais quand j'entends, et je profite de cette antenne, et entends aussi que journaliste indépendant, je puis vous dire une chose, et journaliste engagé, je ne m'en cache pas, je puis vous dire une chose, c'est, ayant été à Donetsk pour une mission d'observation pour les élections législatives et présidentielles en novembre de l'année dernière, j'ai pu constater sur place, et depuis les correspondants que j'ai pu me faire également, j'ai pu constater sur place et j'ai pu voir de mes propres yeux les gentils bombardements de l'Ukraine démocratique. Croyez-moi et croyez bien que ce qui s'est passé soit effectivement aura une suite, devra avoir une suite judiciaire pour qu'il puisse y avoir une réconciliation, sinon il ne pourra pas avoir de réconciliation. Imaginez bien que lorsque vous voyez des familles entières qui sont tuées, comme il y a quelques jours, c'est une femme qui a été bombardée donc chez elle, dans sa maison, elle a survécu, c'est très bien, mais pas ses 3 enfants. Ses 3 enfants sont morts, eux. Ses 3 enfants sont morts, eux. Donc, et ça, c'est des éléments quotidiens que nous avons en République populaire de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Merci, je tenais à dire ça parce que je tenais à dire ça parce que il y a un côté humain qu'il faut voir et entendre. Je terminerai sur ça. Et entendre, il y a le premier ministre, excusez-moi, de Kiev parlait que la Russie doit faire des réparations pour les villes détruites. Alors non seulement la Russie n'est pas présente militairement en Novorossiya, mais en plus c'est eux qui ont détruit, qui tirent avec des bombes, et même au phosphore qui est interdit en droit international sur les villes pleines de civils, et ils réclament réparation à des gens qui ne sont pas présents. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose qui ne pourra pas être pardonné.
Merci encore, Fabrice Béor, de nous avoir accordé de votre temps et de votre expertise. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons la prochaine fois quand nous aurons besoin de votre expertise. Merci encore et bonne soirée. Également. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. www.camerounvoice.com, la tribune du Cameroun. Toi, tu nous introduis. www.camerounvoice.com, la tribune du Cameroun. 14h16 ici à Montréal, 26 du côté de Paris, de Milan et bien sûr de Bruxelles. Vous êtes toujours à l'écoute de Sans Détour sur les ondes de CamerounVoice.com. Ce dimanche, Sans Détour est consacré à la situation sécuritaire du côté de l'Ukraine avec un cessez-le-feu qui, semble-t-il, ne tiendra pas longtemps à la route. Nous sommes en pleine analyse de la situation avec les implications sous-régionales. Et Jolébo, nous recevons notre troisième invité dans le cadre de cette édition consacrée à l'Ukraine. Oui, notre troisième invité, les auditeurs de Cameroun Voice le connaissent très bien. Hein. Il est le patron d'un think tank international qu'on appelle EOD. Il a organisé une mission internationale de monitoring du référendum d'autodétermination de Crimée en mars 2014. Il a participé à la conférence internationale Russie-Ukraine, Novorossia à Yalta, en Crimée, en août 2014, où il a été reçu par le président Pouchiline, aujourd'hui chef de la diplomatie. Il est connu pour son opposition viscérale à l'OTAN.
Il a également, c'est un spécialiste également de la Libye, où il avait fait plusieurs missions du temps du vivant du colonel Kadhafi. En Syrie également, nous l'avons reçu déjà plusieurs fois sur nos antennes. Luc Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs. J'aurais tout d'abord une toute petite pensée pour le fondateur de votre radio qui nous a quittés prématurément. Il n'est pas oublié et nous savons la perte que cela a été, pas seulement d'ailleurs pour Radio Cameroun. Voilà. Je connais bien évidemment le dossier ukrainien puisque ma vie se passe en grande partie en Europe de l'Est depuis le début des années 80. J'ai longtemps eu une compagne ukrainienne. Donc je partage la culture de ces pays, j'y voyage régulièrement, j'ai très longtemps été plusieurs fois par an en Ukraine et donc j'ai aussi une implication directe dans ce conflit qui est émotionnel, ce n'est pas seulement une analyse froide de quelqu'un qui regarde de très loin. Alors, merci pour vos condoléances, ça nous va droit au cœur et la pensée de notre collègue Bleska nous rend fort et nous pousse toujours à aller de l'avant dans l'œuvre que nous avons commencée et nous ne nous arrêterons jamais. Merci de nous rappeler cela. Alors, revenons sur le sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la situation en Crimée et c'est la signature de l'accord de Minsk 2 qui nous ramène sur ce dossier ukrainien. Nous avions déjà fait une première émission, vous vous souvenez, quand il y a tout juste ça, non. Voilà, en Crimée. Alors, il y a eu Minsk 1 le 5 septembre 2014. Aujourd'hui, Minsk 2, certains observateurs pensent que c'est un dialogue de dupes. Vous partagez cette opinion? Mais totalement. Il faut quand même dire quelque chose, que ce soit Minsk 1 ou Minsk 2, on n'en parle que quand l'armée ukrainienne est en pleine déroute militaire. Lorsque, au mois de juillet ou au mois d'août, l'armée ukrainienne, qui a été attirée dans un pied stratégique par l'armée de libération populaire du Donbass, devant Donetsk et Lugansk, tout le monde a cru qu'ils allaient prendre les deux villes alors qu'ils étaient en train de se faire piéger dans les banlieues. Personne ne parlait de faire la paix, personne ne parlait de rien du tout. Il s'agit ici, c'est clair et net, de sauver le soldat Poroshenko. Il y a maintenant plus de 20 jours, l'armée ukrainienne a voulu lancer une grande offensive en violation précisément des accords de Minsk 1 et elle a immédiatement connu la défaite militaire. L'armée de libération populaire, c'est le nom que les médias russes donnent à l'armée de Donetsk et de Lugansk, a immédiatement fait une contre-offensive. Et pourquoi a-t-on mis une telle pression pour faire Minsk 2 ? Parce que entre un quart et la moitié de l'armée ukrainienne est encerclée dans une poche autour de ce qu'on appelle un chaudron. C'est un terme militaire issu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand une grande armée se fait piéger. Il y a donc dans un chaudron autour de la ville de Delbatsevo, entre Donetsk et Lugansk précisément, il y a donc une très grande partie de l'armée ukrainienne qui s'est fait piéger. Le but de Minsk 1, c'était que la trêve soit conclue avant que la poche de Delbatsevo ne se referme, mais elle a été refermée dans les premières heures avant que ne commencent les discussions de Minsk. Le reste, pourquoi est-ce que c'est un jeu de dupes ? Moi j'ai dit que c'était le grand poker banqueur qui cachait les réalités du grand échiquier. Mais c'est ça, tout simplement parce que la sincérité n'existe pas chez aucune des parties, il faut le dire clairement. Au moment où l'Union européenne dit qu'elle veut la paix, immédiatement l'encre est sèche à Minsk le lendemain à Bruxelles. On annonce qu'on continue les sanctions contre la Russie. Il y a un parti de la guerre dans l'Union européenne avec les Polonais qui, eux, équipent déjà l'armée ukrainienne. Les Américains, Obama, ne sont pas partie prenante aux accords de Minsk, mais c'est eux les pyromanes. Ils sont déjà en train d'équiper l'armée de Kiev. Ils sont en train de la former. Il y a des dizaines de milliers de mercenaires occidentaux et de conseillers militaires en Ukraine. Et bon, il faut dire les choses aussi comme elles sont. Du côté des républiques de Donetsk et de Lugansk, on n'a pas très envie de faire la paix alors qu'on est en train de gagner militairement. La dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que pour s'entendre, pour faire ce qu'on appelle en termes militaires la paix des braves,
Il faut qu'il y ait des braves, tout d'abord. C'est pas ce que sont les Ukrainiens. Fabrice Béon vous a expliqué les problèmes psychologiques, la corruption de Kiev. Et moi, j'ai dit que c'était les pieds nickelés. Du nom d'une célèbre bande dessinée française des années 30. C'est ça, en fait, c'est une bande d'escrocs. C'est une bande de soudards, c'est une bande d'extrémistes, c'est une bande de banquiers véreux, comme le premier ministre Yatsenyuk, et donc il n'y a pas de sincérité. Dernière chose, pour faire la paix, il faut parler le même langage. Ces gens ne parlent pas le même langage. Je vais vous donner simplement un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Lorsque on parle dans les accords de Minsk du retrait des troupes étrangères, les Russes et les gens de la DNR et de l'ANR, pour eux, ce sont les mercenaires et les conseillers militaires de l'OTAN. Pour les gens de Kiev et l'Union européenne et les Américains, ce sont les soi-disant forces russes qui occuperaient le Donbass. Je vous dis tout de suite qu'il n'y en a pas. Il y a par contre des dizaines de milliers de volontaires, notamment des soldats professionnels comme les Cosaques, qui sont allés là-bas soutenir leurs frères de combat et soutenir donc les populations russes. Voilà pourquoi moi je ne donne pas une chance à Minsk. Deux, comme Minsk 1 n'a pas marché, et alors Minsk ensuite ne résout rien. Les questions fondamentales, elles ne sont pas comprises dans les accords. Tout d'abord, on ne parle pas de Delbatsevo. On ne parle pas du statut réel futur des deux républiques. C'est ça le problème. Poutine a évoqué la fédéralisation, on y reviendra. Mais les Ukrainiens, eux, évoquent simplement des districts spéciaux et des élections pour rétablir l'ancien système régional ukrainien. Tout ça est une farce, évidemment. D'accord. Luc Michel, alors si vous semblez ne pas être optimiste sur les chances de succès de Minsk 2 après Minsk 1, alors selon vous, qu'est-ce qui va se passer? On entend déjà l'Union européenne a menacé d'accentuer les sanctions contre Moscou, et il y en a qui envisagent même l'hypothèse d'une guerre totale dans l'est de l'Ukraine. Alors qu'est-ce qui peut se passer si l'accord de Minsk 2 ne marche pas? Notre auditeur, notre précédente invité Gamandi Agorov disait qu'il n'y aura pas Minsk 3. Alors qu'est-ce qui peut se passer si Minsk 2 Non, c'est l'avis aussi de Fabrice Béor, c'est le mien. Tout simplement parce que les gens de Donetsk et de Lugansk se sont fait rouler dans la farine à Minsk 1. Apparemment, ils sont partis pour la même chose, et le président de Donetsk, Zakharenko, a bien précisé que si cette fois-ci la trêve était violée par Kiev, il n'y aurait plus d'accord de Minsk 3. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait du vocabulaire qui est employé. Lorsqu'on dit la guerre totale, lorsque François Hollande dit ce sera la guerre, on ne parle absolument pas d'une troisième guerre mondiale. L'OTAN n'interviendra pas en tant qu'OTAN en Ukraine, puisque l'Ukraine n'en est pas partie. Lorsqu'ils évoquent une guerre totale, c'est une guerre dans toute l'Ukraine. C'est ce qui va probablement arriver. La deuxième chose, il faut quand même être réaliste. La guerre totale, elle est menée par la junte de Kiev depuis le mois de mai 2014 dans tout le Donbass. C'est eux qui ont choisi de lancer ce qu'ils appellent l'opération antiterroriste spéciale, qui fait de tous les gens de Lugansk et de Donetsk des terroristes. C'est eux qui ont choisi de bombarder les villes avec des armes interdites par les conventions de Genève et les lois internationales. Des munitions à fragmentation, par exemple, des missiles lourds, de l'artillerie lourde, tout ça est interdit. Donc la guerre totale, elle est déjà subie par le peuple du Donbass. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est une dégradation de la situation. Probablement une implication beaucoup plus importante, notamment des conseillers et des mercenaires américains, mais l'autre côté est parfaitement en mesure de faire face. Mais dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que depuis le début, les Américains veulent cette confrontation. Ils ne veulent pas la paix. Qu'est-ce qui les intéresse dans Kiev? C'est deux choses. C'est d'une part de creuser un fossé qui ne pourra plus jamais être comblé entre l'Union européenne et la Russie. Il faut revenir au fondement de la géopolitique. Si vous lisez le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, que dit-il? Il dit que le plus mortel danger géopolitique mondial pour la domination mondiale américaine, ce serait
une union de l'Union européenne et de la Russie. C'est ce que mon école géopolitique qu'on appelait euro-soviétique dans les années 80 disait déjà. Donc, premier but de la guerre en Ukraine, c'est de creuser un fossé entre l'Europe occidentale et la Russie. Deuxième chose, c'est de permettre cette guerre économique et financière contre la Russie, parce que on en revient dans les fondements de la géopolitique. Les géopoliticiens américains identifient avec raison la Russie comme le seul compétiteur mondial réel à la domination américaine. Ils ont les mauvais souvenirs de l'Union soviétique, évidemment, et donc ils veulent absolument détruire l'économie russe, comme ils l'ont fait de l'économie soviétique dans les années 80, avec la course aux armements, avec les blocus économiques, etc. Dès le départ, on n'a pas de sincérité. Dernière chose, tous les dirigeants américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, avec derrière eux ce qu'on appelle le lobby militaro-industriel, la majorité du Sénat, la majorité du Congrès, tous ces gens sont dans une logique de retour à la guerre froide. Raison de plus de ne pas vouloir la paix. Le reste que Minsk, c'est un prétexte militaire immédiat pour essayer de sauver cette importante partie de l'armée ukrainienne qui s'est fait piéger à Delbatsevo. Et deuxièmement, c'est un prétexte évidemment pour que les sanctions ne s'arrêtent pas. Les Européens occidentaux étant stupides, puisque ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, les économies européennes sont fragilisées par les sanctions. Vous savez que l'Allemagne a de très mauvais résultats économiques actuellement, mais Madame Merkel n'explique pas que c'est à cause des sanctions vers la Russie, qui est le principal partenaire économique de l'Allemagne. Et donc, nous avons des dirigeants européens qui sont muselés, vassalisés dans le cadre de l'OTAN et qui font une guerre contre les intérêts de leurs États et de leurs peuples et de leurs économies. Alors, certains médias français, Libération notamment, pensent que la signature des accords de Minsk intervenus jeudi dernier constitue une victoire pour Vladimir Poutine. Dans quelle mesure est-ce que Minsk 2 peut être une victoire pour Poutine? Libération a raison, mais Libération a raison sur un ultra court terme. C'est une victoire tout d'abord pour une raison qui tient à la Crimée. Vous savez que les Occidentaux et l'Ukraine n'ont pas reconnu le retour de l'Ukraine, de la Crimée, avec un référendum démocratique d'autodétermination. J'ai organisé son monitoring, je peux vous attester que la majorité de la population dansait et pleurait dans les rues lors du référendum. Et donc, ils n'ont pas accepté ça. C'est la première grande conférence internationale où les Occidentaux n'ont pas parlé, ni même les Ukrainiens, du cas de la Crimée. Lorsque Minsk 2 a été terminé, au sommet de Bruxelles, on les a entendus à nouveau en parler, mais sur le moment pas. La Crimée, elle est russe, elle le restera. La deuxième chose pour laquelle c'est une victoire pour Poutine, vous avez entendu l'arrogance occidentale avant Minsk 2. On allait faire la leçon à Poutine, on allait le mettre en demeure. Le shérif Obama, le pyromane de l'Ukraine, lui avait téléphoné pour lui faire la leçon. François Hollande, vous savez, ce président qui est le plus nul de la Ve République, disait c'est la guerre. Mais à Minsk, c'est Poutine qui a dominé, qui a imposé son agenda, qui ne s'est pas laissé faire. On ne fait pas chanter Vladimir Poutine. Il a notamment imposé deux choses. Il a fait que, précisément, la pose de Delbatsevo n'est pas explicitement comprise dans les accords de paix, mais que les troupes qui y sont comprises sont tenues d'abandonner leurs armes lourdes. C'est fini pour eux. Deuxième chose que Poutine a fait, Poutine a mis sur la table ce dont on devra bien parler un jour, c'est-à-dire la fédéralisation de l'Ukraine. C'est la fin de l'État ukrainien unitaire. Mais tout ça, toute cette victoire est très relative, puisque demain matin, l'Union européenne va reconduire les sanctions contre la Russie, et parce que, comme je vous l'ai dit, comme l'ont dit tous les analystes, c'est un avis général, y compris dans les médias de l'OTAN, d'ailleurs, dans les analyses des instituts atlantistes, personne ne donne une chance à Minsk 2. Alors, après les accords de Minsk, alors supposons quel sera
le sort de Petro Poroshenko si les accords de Minsk II échouent? Est-ce que son sort politique est lié au respect ou non des accords de Minsk II? Que peut-on faire pour sauver le soldat Poroshenko? Et moi, je vais vous dire, c'est l'inverse. La survie de Poroshenko est liée à ce qu'on n'applique pas Minsk II. Parce qu'il a été trop loin dans ce qu'il a accepté, notamment une amnistie pour tous les gens du Donbass, un statut spécial des deux régions conservant leurs milices, et vous devez savoir, il faut aller lire la presse ukrainienne. On ne parle absolument pas de ça dans les médias de l'OTAN, dans les médias occidentaux. Il y a déjà eu de violents débats au Parlement ukrainien, et Poroshenko a été taxé de trahison par les ultranationalistes. Vous avez vu Yarosh de Pravi Sector, qui n'est pas important au Parlement, mais qui est très important, qui a des postes de force au ministère dans les ministères de sécurité ukrainiens et qui contrôle une grande partie des bataillons spéciaux qui sont mieux armés que l'armée. Yarosh a déjà dit, dans un premier temps, nous n'appliquerons pas. Il a dit que les accords étaient contraires à la Constitution et donc, si Poroshenko veut les appliquer, il va se trouver face à des forces qui tenteront de le renverser. Ces forces, elles sont concentrées auprès de quelqu'un dont on parle très peu dans les médias occidentaux, c'est le gouverneur de Dniepropetrovsk, Kolomoïski, c'est un des membres influents du Congrès juif mondial, mais en même temps, c'est la deuxième fortune d'Ukraine, et c'est l'homme qui s'est acheté des bataillons spéciaux néo-nazis. C'est un juif qui finance des néo-nazis, un juif sioniste, c'est comme ça. C'est lui notamment qui finance le fameux bataillon Azov, les bataillons Dnieper, etc. Et donc, lui attend son heure, et il attend son heure, non pas dans le Donbass évidemment, mais à Kiev. Donc Poroshenko aussi, c'est une des raisons de plus, a tout intérêt pour qu'on n'applique jamais Minsk II. Alors, quelle est la situation générale? Alors, dans la situation régionale, hein, dans la situation régionale dans cette zone d'Europe, est-ce que la crise en Ukraine a modifié sur le plan géopolitique les intérêts des uns et des autres? On parle notamment de la nostalgie de la Grande Roumanie, on parle de la Grande Hongrie, de la Grande Pologne. Quelles sont les modifications que la crise ukrainienne a entraînées dans la région? C'est très simple. Les Occidentaux, lorsqu'ils ont créé la crise ukrainienne, parce que c'est eux qui ont organisé le coup d'État contre donc Yanukovych, président démocratiquement élu, dans des élections reconnues par l'OSCE. J'y étais moi-même avec une mission d'EO en 2012. Fabrice Béor était à Kiev, que vous avez interviewé. Les élections étaient reconnues par les Occidentaux. Ça n'a pas empêché qu'ils ont organisé un coup d'État le 21 février 2014, qu'on a chassé Yanukovych et qu'on a reconnu, ça ne s'était jamais vu en Europe, un gouvernement putschiste. Toute la région a été, tous les voisins de l'Ukraine sont déstabilisés. On va les prendre très vite un par un. Premier, c'est la Pologne. La Pologne, en fait, les Américains, vous savez que c'était une très grande puissance géopolitique au 6e, 17e siècle. Elle contrôlait une partie de l'Ukraine, précisément la Galice. Elle allait jusque presque la ville actuelle ukrainienne d'Odessa, avec une région qu'on appelait la Podolie. La Pologne également donc a encore des minorités ethniques polonaises à la frontière en Ukraine même, et donc les Américains font miroiter à la Pologne la nostalgie de cette grandeur géopolitique qui était anti-russe. La seule puissance qui a occupé Moscou à part Napoléon, ce sont les Polonais. Ils sont restés plus d'une dizaine d'années. Et la fête nationale russe actuelle, c'est encore le jour de la libération de Moscou des Polonais. Les Polonais animent un parti de la guerre au sein de l'Union européenne, avec le fameux Donald Tusk. Ils fournissent déjà des conseillers, des armements, et laissent transiter des mercenaires par le territoire polonais. Ce que la Pologne vise, ce n'est pas d'annexer des territoires, mais d'être un peu le parrain ou le mentor de la nouvelle Ukraine de Poroshenko. Second État, c'est la Hongrie.
La Hongrie, elle, ne participe pas à ce que j'appelle la curée atlantiste en Ukraine, puisque vous savez que le régime de Viktor Orban s'est rallié à l'eurasisme, a des sympathies pour l'autre Europe qui est celle de Vladimir Poutine, ce qu'on appelle l'espace économique eurasiatique, et a pris des positions pro-russes en politique internationale, a notamment dénoncé les embargos de l'Union européenne. Immédiatement, Viktor Orban a été victime, il y a une espèce de révolution de couleur rampante qui dure maintenant depuis plusieurs mois en Hongrie, à Budapest principalement. Il est attaqué dans des manifestations où, par exemple, on exhibe de faux drapeaux soviétiques avec le profil d'Orban et de Poutine. En quoi Orban est-il concerné par l'Ukraine? C'est qu'il y a à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, en Ukraine même, il y a une très grande minorité hongroise de plusieurs centaines de milliers de personnes dans une région qu'on appelle la Rousse Carpathia, et qui, sous Yanukovych, sous l'ancien régime, pouvait librement parler la langue hongroise, la langue russe, ce sont deux communiqués mêlés. La junte de Kiev, évidemment, entend ethniciser, ukrainiser ces régions, et donc Viktor Orban a déjà pris position pour leur défense. Troisième État déstabilisé, c'est la Roumanie. La Roumanie, c'est un cas spécial puisque c'est un État qui est totalement aux mains des Occidentaux. Le Premier ministre Ponta, c'est un social-démocrate atlantiste, et le nouveau président, c'est un germano-roumain, il s'appelle Klaus Iohannis. Il appartient à la minorité allemande de Roumanie et c'est le petit protégé de Mme Merkel. Il a notamment dans le passé travaillé avec les services secrets allemands. Lui est à la fois atlantiste et pro-Poroshenko. En quoi les Roumains sont-ils concernés? La Roumanie est le seul État qui ouvertement évoque le dépeçage de deux autres États européens, c'est-à-dire que les Roumains entendent récupérer, on le dit ouvertement dans les médias roumains, dont les grandes télévisions nationales, et il y a des manifestations dans la rue. Ils veulent récupérer ce qu'ils appellent la Bessarabie, c'est l'actuelle République de Moldavie, ancienne République soviétique, qui est un État indépendant. Déjà, le fait d'appeler la Bessarabie, c'est dire qu'on dénie à la Moldavie son indépendance. Deuxième, et là, cela concerne directement la Roumanie, il y a également des minorités roumaines en Roumanie, dans une région qu'on appelle la Bucovine du Nord, autour de la ville de Tchernovisti en ukrainien. Eh bien, la Roumanie entend évidemment protéger ces minorités qui sont également donc maltraitées par la junte de Kiev. On est donc dans une situation. Dernier État déstabilisé, c'est la Moldavie. La Moldavie, donc la République de Moldavie, ne confondez pas, il y a également une province de Moldavie en Roumanie même. Mais on parle donc de l'ex-République soviétique de Moldavie, capitale Chisinau. Elle est dans une situation qui commence à ressembler à celle de l'Ukraine avec le Donbass, c'est-à-dire que lorsque l'Union soviétique a éclaté, une partie de la République socialiste soviétique de Moldavie s'est déclarée indépendante à l'est du fleuve Dniester. C'est ce qu'on appelle en Occident la Transnistrie, mais le nom est impropre, et ce que ces gens appellent eux-mêmes la République moldave du Dniester, capitale Tiraspol. C'est un État très bien structuré, c'est ce qu'on appelle un État de facto. Il n'est pas reconnu internationalement, mais il a par exemple une armée plus puissante avec des brigades mécanisées que l'armée de la Moldavie. C'est ce qu'on appelle un conflit gelé, donc qui est gelé depuis 1994. Il y a des casques bleus russes qui se trouvent en Transnistrie, et donc l'effet ukrainien fait que la Moldavie également est déstabilisée, et là également, il y a eu une révolution de couleur en 2010 là-bas, et là, un gouvernement pro-occidental, pro-atlantisme et minoritaire, alors que la principale force politique, ce sont les communistes et les social-démocrates de gauche qui sont pro-russes. La Moldavie est également déstabilisée,
Et évidemment, quand on regarde la situation de Donetsk et de Lugansk, j'ai été le premier à faire cette comparaison, c'est une espèce de grande Transnistrie dans la grande Ukraine, comme la petite Transnistrie existe dans la petite Moldavie. La Moldavie a 3 millions d'habitants, hein. C'est un tout petit État, l'Ukraine en a 40 millions. Voilà donc toute une région déstabilisée au bord de la mer Noire. Et évidemment, ce sont des moyens pour l'Alliance Atlantique d'avancer des pions, d'avancer des bases militaires, de faire des manœuvres. Les flottes américaines, mais aussi françaises, n'ont jamais été aussi fortes en mer Noire, avec la complicité des Turcs. Et donc, voilà la situation. On est donc dans une poudrière, avec une possibilité de déstabilisation, évidemment, non pas seulement de l'Ukraine, mais de tout ce qu'on appelle en géopolitique la Mitteleuropa et les Balkans. Je voudrais, pour terminer là-dessus, vous faire une remarque. On dit que c'est Vladimir Poutine qui veut détruire les frontières de l'Europe avec la Crimée ou l'Ukraine, mais ce sont les puissances occidentales qui l'ont fait avant. Madame Merkel a commencé par annexer l'Allemagne démocratique, État reconnu par les Nations Unies. Les Allemands ont fait éclater, avec la complicité des Français, des Américains, des Britanniques, la Yougoslavie, État qui n'existe plus. On a continué dans toute une série de régions. Et maintenant, on a un État, par exemple, la Roumanie, membre, bien entendu, de l'OTAN et de l'Union européenne, qui ouvertement évoque le dépeçage de l'Ukraine et de la Moldavie. On voit tout de suite que le danger ne vient pas de l'Est, le danger vient de l'Ouest. Deux questions, hein, Luc Michel, deux questions qui se tiennent un peu. Alors la première, est-ce que la Crimée, dans son état actuel, a encore un intérêt pour l'OTAN et l'Union européenne? Deuxième question, alors au début de la crise, hein, après l'annexion entre guillemets de la Crimée, on se serait attendu à l'annexion du Donbass qui est largement acquise à Moscou. Pourquoi est-ce que la Russie n'a pas annexé, n'a pas envahi le Donbass? Écoutez, on va parler franchement. Tout d'abord, la Crimée avait un intérêt non pas géopolitique, mais géostratégique fondamental pour la Russie. La Russie, sous Catherine le Grand, s'est battue pour avoir des ports justement en mer Noire, et la puissance de la Russie en Méditerranée, depuis Catherine le Grand, elle est liée à deux ports. C'est le port de Sébastopol en Crimée, russe maintenant, et le port de Tartous en Syrie. Sébastopol permet de contrôler et de sortir de la mer Noire et aux flottes russes d'entrer en Méditerranée, et Tartous leur permet de se déployer en Méditerranée orientale, notamment face à ce qu'on appelle le Levant, donc le Liban, la Syrie, etc., où la Russie est traditionnellement la protectrice des minorités orthodoxes. Donc, voilà la raison pour laquelle il était hors de question pour Vladimir Poutine de laisser partir la Crimée, et si une Crimée entrée avec l'Ukraine dans l'OTAN avait existé, de voir s'y installer une base américaine, puisque c'était ça qui était prévu. Je ne vous raconte pas ici de la science-fiction, il y avait un projet de chasser les Russes de Sébastopol et d'y mettre à la place une partie de la 6e flotte américaine. Pourquoi maintenant donc le statut de la Crimée lui-même, la population est majoritairement russe, elle l'est depuis toujours. La Crimée est russe, elle ne redeviendra plus jamais ukrainienne. Et la Russie se battra si nécessaire pour la conserver. Donc c'est un dossier terminé. Les Occidentaux peuvent faire des sauts de cabri, comme disait le général de Gaulle, il n'y aura pas de solution. Maintenant, pourquoi ça ne s'est pas passé de la même façon dans le Donbass? Tout simplement parce que la situation n'était pas la même. En Crimée, la flotte et l'armée russe avaient des bases, ils n'en avaient pas au Donbass. Secondement, parce que là, cela aurait conduit à un conflit direct avec l'armée ukrainienne. Et troisièmement, parce qu'il ne faut pas tomber dans la propagande occidentale et atlantiste. À aucun moment, Vladimir Poutine n'a eu et n'a le projet d'annexer que ce soit la Novorossia ou que ce soit la Moldavie.
il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que économiquement, premièrement, la Russie n'est pas intéressée parce que ce soit l'Ukraine ou la Moldavie, ce sont des États en faillite économique. C'est une des raisons aussi pour lesquelles l'Union européenne ne veut pas d'eux dans l'Union européenne. Il coûterait trop cher à mettre au niveau de l'Union européenne. Il n'arrive déjà pas à suivre avec la Moldavie ou avec la Bulgarie. Vous imaginez des pays. La Moldavie, par exemple, a le PIB le plus bas d'Europe. Donc, ça n'intéresse pas économiquement. Qu'est-ce qui intéresse Vladimir Poutine? Ce sont de bons rapports avec l'Union européenne. Il espère à un moment donné que l'Union européenne abandonnera les États-Unis et l'Atlantisme et que se fera tout d'abord un grand espace économique de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. C'est ce que mon école euro-soviétique appelait dans les années 80 la Grande Europe de Dublin à Vladivostok. La deuxième chose que Poutine cherche, c'est que précisément les États d'Europe centrale comme l'Ukraine ou la Moldavie, puissent rentrer dans l'espace économique eurasiatique et servent, on va employer un langage d'informatique, servent d'interface, de porte entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique, qui sont ce que moi j'appelle les deux Europes. L'Union européenne étant la première Europe, l'espace eurasiatique de Poutine étant la seconde Europe. Qu'est-ce que veut donc Poutine? C'est que non seulement, parce que le cas est similaire, la diplomatie est similaire, les projets sont similaires, c'est que ni l'Ukraine, ni la Moldavie ne rentrent dans l'OTAN et ne rentrent dans l'Union européenne, qu'elles gardent leur statut de neutralité, qui est le leur depuis la chute de l'Union soviétique. Et deuxièmement, on en a parlé à Minsk II, que ces deux États soient fédéralisés. Que serait une Ukraine fédéralisée? Ce serait une Ukraine avec non seulement Donetsk et Lugansk, mais avec d'autres républiques à majorité russophone de ce qu'on appelle la Novorossia. La Novorossia, il faut la définir pour comprendre, c'est le nom que portait à partir de Catherine la Grande les régions russes qui allaient de Kishinev en Moldavie, précisément, jusque Rostov-sur-le-Don, qui est en Russie actuellement. C'est plus d'une moitié de l'actuelle Ukraine, et ce sont des régions où on parle russe depuis Catherine la Grande. Eh bien, donc, s'il y aurait d'autres républiques. La fédéralisation, ça voudrait dire quoi? C'est que ce serait une fédéralisation très avancée. C'est-à-dire que, en tout cas, au moins Donetsk et Lugansk garderaient leur armée de milices, garderaient leur armement, garderaient leur service de sécurité. Et donc, ça voudrait dire que plus personne ne pourrait tenter un putsch militaire pro-occidental à Kiev, et ça voudrait dire que l'Ukraine reviendrait à son statut et sortirait de la zone des tempêtes. Même solution souhaitée par les Russes depuis plus de 15 ans en Moldavie. Ils n'ont jamais reconnu la République moldave du Dniester, la Transnistrie, précisément parce qu'ils n'ont jamais voulu rompre avec l'État moldave. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une Moldavie fédéralisée, avec une Transnistrie gardant sa puissante armée, ses services de sécurité, son autonomie. Le lien du fédéralisme ukrainien ou moldave étant précisément l'économie, le développement en commun, les problèmes financiers, etc. Si Poutine arrive à ça, les Américains le savent, c'est la fin de leur projet d'isoler et de démembrer la Russie. Évidemment, ça explique la puissance des moyens que les Américains ont mis en Ukraine. Vous savez que la délicieuse Madame Nuland a déclaré que les Américains avaient investi 5 milliards de dollars depuis 2004 pour changer le régime en Ukraine. Alors, Luc Michel, dernière question. Avant de sortir de cet entretien, on se rend quand même compte que les accords de Minsk 1 et de Minsk 2 ont été signés sans la présence du président américain Barack Obama. Il y avait François Hollande et Angela Merkel. Est-ce que les États-Unis et l'Europe ont les mêmes intérêts en Ukraine, ou alors est-ce que les Européens agissent en sous-traitant des États-Unis dans le dossier ukrainien? Écoutez, moi je vais vous parler, vous savez que je parle toujours très franchement.
Les accords de Minsk, évidemment, les deux, non, il n'y avait même pas de représentation d'observateurs américains. Comme Fabrice Béon vous l'a souligné, l'ancien président Kouchma n'a aucun pouvoir pour représenter l'Ukraine à Minsk. Il n'a pas reçu de délégation. Ça veut dire que si on veut s'en affranchir, sa signature ne vaut que ce qu'elle est, quelques gouttes d'encre. Et évidemment, on a derrière, on a l'Allemagne, on a la France, on a la Russie. Est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Je vais vous parler, franchement. Si nous avions des politiciens sérieux, décents, indépendants à Bruxelles, à Paris ou à Berlin, évidemment que leur intérêt, c'est de s'entendre avec la Russie, ce sont les échanges économiques, en sachant que les deux Europes, celle de Bruxelles et de Moscou, sont complémentaires. La Russie a les moyens financiers, a le gaz, a le pétrole, a les matières premières. Les Européens ont les matières finies, les produits finis, ont la technologie, ont une population aussi, parce que le drame de la Russie, c'est depuis la chute de l'Union soviétique une population qui n'est plus assez importante. Mais ça voudrait dire que l'Union européenne est indépendante de Washington. Le problème, c'est que la situation militaire et diplomatique, ce n'est pas ça, parce qu'il y a l'OTAN. Qu'est-ce que c'est l'OTAN? C'est l'outil de vassalisation de l'Europe occidentale par les États-Unis. L'OTAN fait qu'il n'y a pas de véritable armée européenne, qu'il n'y a pas de véritable diplomatie européenne et que chaque État européen est tenu par la politique américaine. Madame Merkel, qui est si arrogante, actuellement nous vivons un phénomène géopolitique qui est le retour de la Grande Allemagne dans toute l'Europe, mais aussi en Afrique. Il y a des grands projets allemands pour recoloniser l'Afrique, sous des dehors militaires et de collaboration, mais c'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, cette grande Allemagne ne peut s'exprimer que parce que les Américains l'y autorisent. Alors, ce qui se passe là-bas, à quoi servent les accords de Minsk 1 et de Minsk 2? À faire pression sur la Russie et à permettre de nouvelles sanctions. C'est ça la réalité. Donc, les Américains n'ont aucun intérêt à s'y trouver. Et évidemment, ce sont les premiers à avoir intérêt à ce qu'on n'applique jamais ces accords. C'est pour ça également que Kiev ne les appliquera jamais, puisque Kiev n'a aucune autonomie. Kiev est un État, c'est une marionnette entièrement aux mains du Stade département et de la CIA. À Kiev, à l'état-major général, dans les services de sécurité, il y a une immense, ce que les Américains appellent une station de la CIA, qui est au sein même des ministères ukrainiens, et c'est eux qui font la loi, évidemment. Voilà ce qui se passe. Maintenant, évidemment, à long terme, on peut espérer que Paris et Berlin se dégagent de ça, mais on n'y est pas. Je vais terminer parce que c'est très important en géopolitique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, mon école a cherché une solution de rechange. Et nous avons lancé le thème qu'on appelle donc l'axe qui s'appelait Paris-Moscou, puis qu'on a appelé Paris-Berlin-Moscou. Le premier livre qui parle de ça en 1993, il a un chapitre précisément qui est consacré à mon organisation politique, le PCN, et qui s'appelle Paris-Moscou. Pendant une quinzaine d'années, la politique, ce qui restait de la politique gaulliste en France, a servi à rapprocher l'Union européenne de Moscou, notamment économiquement. Et à Berlin, il y avait le même phénomène, puisque on avait le chancelier Schröder, qui lui était pro-russe. Vous terminez, Luc Michel, parce que nous sommes pris par le temps. Oui. Donc voilà, voilà pourquoi ce concept de l'axe Paris-Berlin-Moscou, il est aujourd'hui totalement obsolète. Il l'est pour deux raisons. La première, c'est que Sarkozy et Hollande ont totalement réintégré la France dans le commandement non seulement politique mais militaire de l'OTAN. Les généraux français sont des généraux de l'OTAN et en Afrique, ils font la politique de l'Africom. Et Berlin, dans des espoirs de faire en dehors de l'Union européenne une politique de grande puissance, est totalement manipulée par les États-Unis. Madame Merkel est la plus pro-américaine des chancelières, et donc il ne faut plus compter là-dessus maintenant. Pour le moment, on est dans une configuration
où militairement, diplomatiquement, l'Union européenne est une province de l'Empire américain. Merci Luc Michel, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Nous sommes heureux de bénéficier de votre expertise en matière de géopolitique dans cette région d'Europe. L'Ukraine qui est minée depuis 10 mois par une crise interne qui a déjà causé 5500 morts. Merci Luc Michel, au revoir. Je voudrais vous dire une dernière chose, parce que la crise a commencé beaucoup plus tôt. Elle a commencé dès le mois d'octobre 2013 et les 5000 morts, ce sont les chiffres avancés par Kiev et l'OTAN. Mais un grand journal allemand qui est Die Zeit, lui évoque avec un rapport des services secrets allemands 50 000 morts. Je vous dis tout de suite que ça correspond aux chiffres que nous avions obtenus déjà il y a 4 ou 5 mois du côté de nos correspondants à Donetsk. 50 000 morts. 50 000 morts, donc au lieu de 5 500 morts, vous savez, en matière de guerre, les chiffres dépendent des sources et des intérêts des uns et des autres. Merci toujours, Luc Michel, je le disais, au risque de me répéter, c'est un plaisir de vous avoir et nous comptons vous avoir prochainement pour d'autres dossiers. Nous savons que la Syrie, c'est pas encore terminé et là encore, vous avez une grosse expertise. La Libye, l'État n'existe plus. Nous organiserons certainement une émission pour revenir sur ces points chauds de l'actualité dans le monde. Il y a un très grand dossier actuellement. Vous savez que je suis aussi un panafricaniste. Et donc l'Afrique, c'est maintenant devenu plus de la moitié de mon activité politique et de mon activité d'études. Le grand dossier, justement, c'est le retour de la grande Allemagne de Mme Merkel en Afrique. Merci Luc Michel et au revoir. À très bientôt. Voilà donc notre troisième invité que nous avions dans le cadre de cette émission consacrée à la situation sécuritaire, situation politique en Ukraine. Jolibo, on est déjà rendu, on a eu 3 invités avec des interventions riches et très intéressantes, riches et variées, qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension de la situation suite aux récentes rencontres des négociations qui ont permis d'avoir un accord qui est actuellement menacé. Que peut-on dire pour mettre la clé sous le paillasson de cette autre édition de Sans Détour? Alors, ce qu'on peut retenir des interventions des uns et des autres et à la lecture de la situation, c'est que, en fait, ce qui se passe en Russie, c'est une guerre par procuration entre deux blocs, entre le bloc soviétique et le bloc soviétique, c'est-à-dire la Russie. Là, j'ai été tenté par l'ancienne appellation, et le bloc occidental, composé par l'Union européenne et les États-Unis. Il s'agit donc de préserver des intérêts géopolitiques et géostratégiques dans cette région-là. La Russie veut maintenir son influence dans cette partie qui était considérée avant comme faisant partie de son giron, de sa chasse gardée. Les États-Unis et l'OTAN veulent, elles, étendre l'influence de l'OTAN à ce niveau-là. Et je crois que la Russie est victime de ce conflit d'intérêts entre ces deux grands blocs. Et nos auditeurs l'ont bien compris dans les explications, dans les analyses de nos invités. Donc, ça va être... c'est pas une guerre ukraino-ukrainienne, c'est une guerre importée qui implique des intérêts qui sont largement au-delà du seul territoire ukrainien. Alors, Luc Michel parlait tout à l'heure de 50 000 morts. Alors, que ce soit 5 500 morts ou 50 000 morts, le bilan en 10 mois ou en 11 mois d'activité est très très lourd et vivement que une solution se trouve, mais comme vous l'avez entendu, Minsk 2 n'a pas les chances de prospérer. On s'achemine là, peut-être vers une guerre beaucoup plus, une offensive beaucoup plus large, avec des conséquences humaines beaucoup plus importantes. C'est dommage. Eh bien, c'est dommage, mais ainsi va le monde, ainsi va les intérêts des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle Sans Détour est là pour décortiquer, pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre les tenants et les aboutissants
de ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. C'est très important de garder l'œil ouvert, d'avoir l'esprit ouvert aussi afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque certains événements surviennent. Eh bien, Jolie Beau, c'est déjà l'heure de se dire au revoir et à dimanche prochain pour une autre édition de Sans détour sur les ondes de Cameroun Voice. Mais c'est un plaisir de travailler pour d'être en contact, d'être au service de nos auditeurs. Nous serons là la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Mais déjà avant samedi, nous nous retrouverons pour une autre émission d'antenne libre. Au revoir, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Au revoir et restez scotchés sur les programmes de Cameroun Voice, votre radio. Voilà, restez scotchés sur les programmes et juste mentionner aux auditeurs aussi que nous avons une application mobile, Cameroun Voice Mobile, qui est disponible sur le Google Play Store, qui vous permet d'écouter donc la radio de façon continue. Didier Meb, c'était à la technique. Bon dimanche et à dimanche.